Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette édition Côte d'Ivoire présidentielle 2025, Laurent Gbagbo, candidat. L'annonce a été faite lors même de son parti. Lors de son anniversaire, le parti dont le PPACI qui soufflait donc sur sa première bougie. Occasion justement pour le candidat de revenir sur les problèmes qui minent en cette période le pays. Toujours au sommaire de cette édition en football Ballon d'Or 2022, Mané termine deuxième du classement. Le titre individuel suprême n'était pas loin pour Sadio Mané. Au-delà du Sénégal, il s'agit d'une fierté pour toute l'Afrique. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du Grand Journal de l'information sur les antennes de For You Télévision. Nous vous l'annoncions en titre, nous commençons justement du côté de la Côte d'Ivoire présidentielle 2025. Laurent Gbagbo est candidat à la présidentielle de 2025. L'annonce a été faite alors que son parti, le PPACI, était donc en train de souffler sur sa première bougie et c'était par son secrétaire Damana Dikas. Il a donc profité de l'occasion justement pour revenir sur les problèmes qui touchent particulièrement les Ivoiriens en cette période assez crise dans la Côte d'Ivoire. Et les détails sont contenus avec vous, Eboke Ngale. Pour ces élections de 2025, le président Laurent Gbagbo est notre candidat naturel. C'est l'annonce importante issue de la célébration de l'an 1, le lundi 17 octobre 2022, du Parti des peuples africains créé par l'ex-chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo. Pour l'occasion, le secrétaire général de la formation politique Damana Dikas a déclaré qu'il n'y avait pas d'alternative à la candidature de Laurent Gbagbo. Si je l'ai répété 3 fois, c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative à Laurent Gbagbo. Et ce message doit être perçu par tout le monde. On n'élimine pas un adversaire politique comme on veut le faire pour notre président. C'est pourquoi j'ai dit, en 2025, Laurent Gbagbo est notre candidat. Les prochaines élections locales sont prévues entre octobre et novembre 2023. Selon Damana Dikas, elle représente pour le parti des élections importantes car elle constitue un test de grandeur pour les élections présidentielles de 2025. Ces élections de 2023 sont des élections très importantes pour le PPACI car elles constituent un test de grandeur nature pour les élections présidentielles de 2025. Pour ces élections, nous comptons faire très bonne figure. Ce sont véritablement les premières élections auxquelles nous allons participer avec la présence du président Laurent Gbagbo effectivement sur le territoire ivoirien. Suite à son acquittement définitif par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, Laurent Gbagbo rentre au pays le 17 juin 2021 avec les crises internes au sein de son parti, le Front populaire ivoirien. Il propose un nouvel instrument politique, le PPACI, porté sur les fonds baptismaux le 17 octobre 2021. Et puis nous parlons de toute autre chose à présent. Nous nous dirigeons tout droit du côté du Tchad. Faut-il craindre des soulèvements populaires au Tchad dans les jours à venir? Eh bien, le mouvement citoyen Top 20 octobre a officialisé son lancement à la radio Oxygène. C'était ce 18 octobre 2022, annonçant ainsi au passage la tenue de marche contestataire le 20 octobre prochain. Eh bien, ce groupe réunissant 20 leaders de partis politiques et des associations de la société civile a donc pour slogan « Stop à la dynastie au Tchad ». Quels sont donc les enjeux de ce mouvement? Élément de réponse avec vous, Kouichou. Top 20 octobre, un nouveau mouvement citoyen tchadien réunissant 20 leaders des partis politiques, les associations des jeunes, les pasteurs ainsi que des personnes ressources, a officialisé le 18 octobre son lancement officiel, annonçant par la même occasion la tenue de marche le 20 octobre afin d'exiger le départ du général Mahamat Idriss Déby Itno du pouvoir. Le mouvement appelle les fils et filles du Tchad de toutes les confessions religieuses à sortir massivement le 20 octobre pour faire barrière au président Déby. Leur slogan « Stop à la dynastie au Tchad ». En rappel, c'est le 10 octobre dernier que le général Mahamat Idriss Déby Itno, fils de l'ancien président tchadien,
a été investi comme président de la transition prolongée de 2 ans avant les élections démocratiques. Ce mouvement dit non, selon ses mots, à la prolongation de la transition des tueries, des détournements, des népotismes, de la médiocrité, de la misère et de l'injustice. Et selon le porte-parole de ce mouvement, Natoy Alaringza, aucune minute ne sera accordée au président de la transition actuelle le 20 octobre 2022. Le Tchad, qui sort du grand dialogue national inclusif, avait déjà connu durant ses assises quelques mouvements d'humeur de partis politiques, de groupes politico-militaires rebelles et de groupes issus de la société civile. Et puis donc au Mali, Laurent Gbagbo joue la carte de l'apaisement. L'ancien chef d'État ivoirien, Laurent Gbagbo a demandé au président de la transition au Mali à faire preuve de fraternité d'armes, ceci envers les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako depuis le 10 juillet 2022. Il a donc fait cette demande le lundi 17 octobre 2022 à Abidjan lors d'une célébration du premier anniversaire de son parti, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI. Et bien dans ce reportage, Koumébité a suivi pour nous cette actualité. Il y revient avec plus d'informations. En marge de la cérémonie de célébration du premier anniversaire de sa formation politique le 17 octobre 2022, le PPA Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo a demandé au colonel Assimi Goïta de penser à sa fraternité d'armes envers les 46 soldats détenus à Bamako depuis plus de 3 mois. Il faut demander à Assimi Goïta, c'est comme ça qu'on appelle au président Assimi Goïta, de passer à sa fraternité d'armes avec ceux qui sont en prison là-bas. Le candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025 a aussi appelé le président togolais Faure Gnassingbé, par ailleurs médiateur de cette crise, à redoubler d'efforts. Le leader du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a cependant rappelé que les soldats ivoiriens avaient été envoyés au Mali par la Côte d'Ivoire et selon lui, c'est celui qui envoie qui a la plus grande responsabilité si cela tourne au vinaigre. Le 7 octobre dernier, lors de la visite du président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, qui préside actuellement la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara avait indiqué que les choses allaient de bon train. Après plus de 3 mois passés, les mêmes Ivoiriens sont toujours détenus au Mali. La Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies avaient affirmé que les soldats ivoiriens arrêtés devaient participer à la sécurité du contingent allemand des casques bleus au Mali, mais les autorités maliennes les avaient présentés comme les mercenaires venus à attenter à la sécurité de l'État. L'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, a annoncé que son parti allait bientôt envoyer les délégations en Guinée, au Burkina Faso et au Mali, où les militaires ont pris le pouvoir. Merci à vous, Koumabité. Nous sommes à présent du côté du Cameroun où justement le maire de la ville de Douala a rencontré les forces vives du canton Akwa Bonam Bella. C'était le samedi 15 octobre 2022. Eh bien, c'était dans le cadre de la fin de la visite de travail entamée dans les cantons de Douala. Il y a seulement quelques temps. Objectif, dire comment la ville a donc géré et comment est-ce que ça prend le pouls des populations. Et ceci dans un contexte d'empreinte de cymbales. Le docteur Roger Bassadine, natif et originaire du canton. Fonwara, vous avez suivi pour nous cette actualité, les détails. Une cérémonie à l'honneur d'un hôte de marque, c'est avec ferveur que la grande communauté Bonambela du canton Akwa a accueilli le maire de la ville de Douala lors de sa visite de travail dans ce canton, dernière étape, le samedi 15 octobre 2022, à l'esplanade de la salle des fêtes d'Akwa. Le docteur Roger Bassadine est venu rendre compte de la gestion communautaire comme il l'a fait partout où il est passé, mais aussi présenter les projets de la ville et prendre le pôle de ce canton dont il est natif et originaire. Les doléances de Bonambela ressemblent en grande partie à celles que nous avons écoutées tout au long de cette tournée. Nous sommes aujourd'hui à la fin de la tournée dans les cantons traditionnels de Douala, les 6 cantons. Et comme je l'ai dit, la tournée se poursuivra dans les communautés
Mais pour les 6 cantons, je dirais que l'une des doléances majeures, c'est concerne les infrastructures, notamment les routes. La doléance concerne la mobilité. La doléance concerne également l'hygiène et la salubrité. Évidemment l'emploi et l'encadrement de la femme. Nous avons pris bonne note de toutes ces doléances. Nous allons nous atteler pour voir comment les résoudre. Une visite qui a satisfait les filles et fils Bonambela Akwa, conduits par leur guide, Sa Majesté Dr Louis Dindika Akwa III, chef supérieur du canton Akwa, roi des Bonambela, pour la marque de reconnaissance envers leur peuple. C'est un honneur pour nous déjà de recevoir le maire de la ville aujourd'hui à Bonambela. Un honneur et une satisfaction parce que c'est un digne fils Akwa, pour ceux qui ne le savaient pas. Et il a fait le choix de clôturer les visites qu'il a entamées dans les différents cantons chez nous Akwa. Donc c'est vous comprendrez notre satisfaction et nous le remercions pour cela. Nous le remercions d'autant plus que c'est la première fois qu'une autorité de ce niveau, je veux parler du maire de la ville, vient rencontrer les populations pour écouter ce qu'on peut considérer comme étant, je dirais, leurs attentes. Quant à cette activité sur la tournée cantonale engagée par la ville de Douala, elle fait objet de résultats satisfaisants selon le premier magistrat municipal de la ville et surtout que c'est une première. La tournée que nous venons de faire nous a procuré beaucoup de satisfaction. C'est la première fois qu'un dirigeant de la ville, qu'il soit maire ou délégué de gouvernement, va vers les populations, vers les cantons pour dialoguer. Et donc nous sommes venus dialoguer. Nous avons entendu ce qui ne va pas. Et je crois que nous nous inscrivons ainsi dans la mouvance de ce que le chef de l'État, son Excellence, M. Claude Biya, nous a demandé de faire. Et résoudre les problèmes concrets des populations à la base. Toutefois, le maire de la ville de Douala a souligné que les problèmes ne vont pas se résoudre par un coup de baguette magique. La contribution des populations et la communauté est attendue. Cette initiative est d'ailleurs appelée à se poursuivre dans les autres communautés de Douala. Digne fils du canton Akwa et autorité municipale de la ville, une pagaie symbole de guide pour mieux conduire la barque Douala lui a été donnée par les autorités traditionnelles. Et puis donc, Félix Tshisekedi ouvre les débats sur l'investissement en Afrique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, principal invité d'honneur, s'est donc exprimé le mardi 18 octobre 2022 à Africa Summit du Financial Times à Londres. Et bien sûr, l'investissement en Afrique et en République démocratique du Congo. Il est également revenu sur les potentialités minières, forestières et énergétiques que regorge justement le continent africain ainsi que la République démocratique du Congo. Et Mamoto avec vous les détails. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu à Londres le lundi 17 octobre dans le cadre du Summit African Financial Times qui s'est ouvert ce mardi 18 octobre 2022. En sa qualité de principal orateur à ce sommet, le chef de l'État congolais a ouvert les débats avec un discours sur l'investissement en Afrique et en République démocratique du Congo. Dans son speech, Félix Tshisekedi est revenu notamment sur les potentialités minières, forestières et énergétiques que regorge le continent ainsi que la République démocratique du Congo. Il en a profité pour exhorter les hommes d'affaires à ne pas hésiter quant aux grands investissements dans différents secteurs. Je ne pourrais m'appesantir davantage sur les potentialités dont regorge l'Afrique et le rôle qu'elle se revendique, notamment sur le plan de l'avènement de cette économie à émissions nettes zéro carbone, sans pour autant évoquer mon pays, la République démocratique du Congo, a exhorté le président Félix Tshisekedi. Placé sous le thème « Investir en Afrique », le sommet réunira des délégations de haut niveau de gouvernements d'entreprises, de décideurs politiques et d'investisseurs. Africa Summit Financial Times délibéra également sur l'impact
de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. La préparation de la COP27 en Égypte, la manière dont les économies africaines définissent leurs priorités dans les secteurs de l'énergie, des transports, de la fabrication et autres. Le forum évoquera la manière dont la zone de libre-échange continentale africaine modifie l'environnement des investissements sur le continent africain. Et puis dont nous parlons de la Guinée équatoriale, le compte à rebours est désormais lancé. Et bien que donc, et ceci c'est depuis le 14 octobre 2022, à un mois juste de l'échéance, les deux candidats qui affrontent donc le téméraire Teodoro Obiangema Mbasogo sont donc désormais connus. Il s'agit justement d'Andrés Essono Ondo et de Monsou Asumu. Et bien désormais, l'un est à la 3e tentative et l'autre est à sa toute première tentative. Alors, quelles sont les attentes et qu'est-ce qui se passera avec vous, Kwechu? Nous venons avec plus de précisions. La Commission électorale nationale équato-guinéenne a clos vendredi dernier la période des candidatures pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales prévues le même jour et proclamé officiellement les candidats retenus selon la télévision d'État, TVR. Ils seront 2 candidats face au président Teodoro Obiangema Mbasogo le 20 novembre prochain, date prévue des élections. 2 candidats a tenté d'empêcher le président Obiangema de briguer un 6e mandat après 43 ans à la tête du pays. Le premier, Andrés Essono Ondo, candidat de la Convergence pour la démocratie sociale, CPDS, seul parti d'opposition qui ne soit pas interdit. Ce dernier se présente pour la première fois aux élections présidentielles. Tout à côté, le deuxième candidat est un nom beaucoup plus connu à cet exercice. Monsou Asumu, issu de la coalition social-démocrate PCSD, jusqu'alors allié au PDG dans les scrutins législatifs et municipaux. Le PDGE est le parti au pouvoir qui détient 99 des 100 sièges à l'Assemblée nationale sortante et la totalité des 55 sièges du Sénat. Monsou Asumu, bien que 3 fois candidat, est donc considéré par l'opposition comme étant un faire-valoir du chef de l'État, n'ayant récolté durant ses candidatures de 2002, 2009 et 2016 des miettes de voix en sa faveur. À 80 ans, Teodoro Obiangema Mbasogo part donc favori de ces élections présidentielles, lui qui déjà en 2016 avait été réélu avec plus de 93,7% des suffrages. Parlons économie, crise économique du côté de la Tunisie. Dans un communiqué daté du 15 octobre 2022, le Fonds monétaire international a annoncé qu'un accord a été signé avec les autorités tunisiennes au niveau des experts pour un prêt d'1,9 milliard de dollars sur 48 mois, ceci pour soutenir les politiques économiques du pays. Eh bien, l'accord final reste tributaire de la décision du Conseil exécutif du fonds qui doit donc se réunir au mois de décembre. Les détails avec vous, Emma Moutou. Après un long moment de négociations, les autorités tunisiennes et le Fonds monétaire international sont parvenus à un accord au niveau des services sur les politiques et les réformes économiques qui seront soutenues par un nouveau mécanisme élargi de crédit de 48 mois avec un accès demandé de 1,472 milliards de droits de tirage spéciaux équivalent à environ 1,9 milliard de dollars. Selon le FMI, cet accord entre dans le cadre du mécanisme élargi de crédit et vise à restaurer la stabilité macroéconomique, à renforcer les filets de sécurité sociale et l'équité fiscale et à accélérer les réformes qui favorisent un environnement propice à une croissance inclusive et à la création d'emplois durables. Une délégation tunisienne a participé aux rencontres d'automne de Washington dans le but de sceller cet accord. L'institution financière internationale explique que la détérioration de l'environnement mondial et les prix internationaux élevés des matières premières présent lourdement sur l'économie tunisienne, ajoutant une faiblesse structurelle sous-jacente dans un contexte socio-économique difficile. La croissance ralentira probablement à court terme, tandis que la hausse des cours internationaux des matières premières exercera des pressions sur l'inflation ainsi que sur les soldes extérieurs et budgétaires de la Tunisie. En juillet dernier, la Tunisie avait entamé des discussions préliminaires avec le FMI pour obtenir un nouveau prêt. L'institution financière internationale avait réclamé en contrepartie des réformes profondes. L'inflation en Tunisie a grimpé à 9,1% en septembre dernier, soit son plus haut niveau depuis près de 40 ans. Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le FMI a estimé que la croissance en Tunisie devrait s'établir à 2,2% en 2022 et à 1,6% en 2023.
Ballon d'or 2022, nous sommes en football. Le titre individuel suprême n'était pas loin pour Sadio Mané. Eh bien, l'attaquant du Bayern Munich a donc terminé deuxième du Ballon d'or 2022 sans un Karim Benzema intouchable et logiquement sacré aux sorties d'une saison donc mortueuse. Internationale sénégalaise qui aurait donc pu espérer plus encore. Au-delà du Sénégal, il s'agit d'une fierté pour tout le continent africain car notons justement que voilà, puisque le Lion est donc le premier joueur du continent à terminer deuxième et seulement le second depuis le Libérien George Weah, sacré en 1995. À écouter à Podium Guéné ici pour plus de précision. Un moment un peu spécial. Les statistiques parlent pour lui. On comprend mieux pourquoi le Bayern de Munich a déboursé 32 millions d'euros pour s'attacher les services du Lion de la Teranga. Dans le cercle très fermé des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal, Sadio Mané a remporté la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en février 2022, finissant meilleur joueur de la compétition décisive en finale avec le pénalty victorieux. Le couronnement pour le natif de Bambali, qui reste par ailleurs sur une saison 2020-2021 extraordinaire avec le club anglais de Liverpool, où il a marqué 23 buts pour 5 passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues. Des prestations qui valent à l'ancien numéro 10 de Liverpool une présence au sein du top 3 du Ballon d'Or, devenant le premier joueur africain à atteindre le haut de ce classement, et ce depuis George Weah, premier et dernier lauréat africain en 1995. Pour rappel, sur ces deux dernières décennies, seul Samuel Eto'o, 5e en 2009, Didier Drogba, 4e en 2007, ainsi que Riyad Mahrez, 7e en 2016, Mohamed Salah, 5e en 2019 et 2022, étaient parvenus à se positionner dans le top 10, sans compter la 4e place obtenue par l'ancien Messi en 2019. Autre récompense pour le Sénégalais, le prix Socrate décerné pour la première fois lors de la cérémonie de Ballon d'Or est destiné à mettre en lumière les footballeurs et footballeuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. L'attaquant du Bayern de Munich et de la sélection sénégalaise a été récompensé pour son investissement dans le développement de son village natal de Bambali, dans le sud du Sénégal, où il a notamment encouragé l'égal accès des garçons et des filles à la pratique du football. Le joueur de 30 ans y a également financé un hôpital et a promis, à l'issue de matchs de galets en juin 2022, de doter d'une pelouse synthétique le terrain de football de ce village de S'il vous plaît, n'oublions pas que nous sommes des privilégiés. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette voie que nous mettons en terme à cette édition du Grand Journal de l'information sur les antennes de For You Télévision Africa. Restez en compagnie de nos programmes.